J'étais encore dans la cuisine, toujours vêtue de la robe que j'avais achetée pour son mariage. Un rose doux, simple, élégant, le genre de robe qu'une mère porte quand elle veut se faire voir, sans pour autant éclipser qui que ce soit. Je l'avais choisi des semaines plus tôt, l'avais essayé plus de fois que je ne peux l'admettre, j'avais pratiqué des sourires devant le miroir, répété ce que je dirais en la voyant. Mais ce moment n'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu de retrouvailles, aucun sourire, aucune larme, aucun collier autour de son cou avec moi chuchotant. Tu seras toujours mon bébé. Parce qu'elle m'a dit de ne pas venir. Pas de grande dispute, pas d'engueulade, juste un appel court et sec. Maman, je pense que c'est mieux que tu ne viennes pas. Juste comme ça. Je suis restée plantée des heures ce matin-là. Le silence dans la maison me pesait comme une seconde peau. Un silence pas simplement vide, mais pointu, comme si les murs vous observaient, guettant un événement qui n'arriverait jamais. J'ai préparé une cafetière que je n'ai pas bu, j'ai emballé le cadeau que j'avais prévu, le collier que j'avais fait sur mesure, niché dans son écrin de velours. J'ai attaché le ruban en espérant encore un peu de ce mince espoir. Peut-être qu'elle appellerait, peut-être qu'elle changerait d'avis, mais elle ne l'a pas fait. La cérémonie avait déjà commencé. J'avais les yeux posés sur l'horloge comme si cela allait changer quelque chose. Mais rien n'a changé. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je me suis juste assise à la table de la cuisine, la main agrippée au bord comme si j'allais flotter hors de la terre si je ne m'en accrochais pas. Le cadeau était au centre de la table. Je le regardais comme on regarde une photo de fantôme, quelque chose qui fut plein de vie et qui hante maintenant la pièce. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai dormi sur le canapé, toujours dans cette robe, le tissu raide et étranger, comme s'il appartenait à une autre femme. Le lendemain matin, on frappa à la porte. J'ai failli ne pas répondre, j'ai pensé que c'était un voisin, un livreur. Mais c'était lui, Caleb, toujours dans son costume de mariage, la veste enlevée, les premiers boutons défaits, son visage fatigué, les yeux encore plus lourds. Il ne m'a même pas dit bonjour, il a juste murmuré. On peut parler. Avant la robe, avant l'appel, avant que Caleb ne se tienne sur mon perron, hagard et sans sommeil, il y avait l'amour même. Un amour vrai, pas celui que l'on partage en stories filtrées ou avec des hashtags, mais celui qui s'enracine dans vos os et y habite, l'amour qui est à la fois souffle et feu. C'était moi et ma fille. Son nom n'était pas toujours facile à prononcer, alors nous l'appelions Ivy. Elle était ma fille unique, née après 5 années de traitement pour la fertilité et plus de déceptions que je n'en ai jamais laissé voir. J'étais seule le jour de sa naissance, son père était parti depuis longtemps. Mais quand elle m'a été posée dans les bras, sous la lumière stérile de l'hôpital et avec le tonnerre cognant contre les fenêtres, j'ai juré que le monde entier s'était tu. Elle agrippa mon doigt comme si elle m'attendait. À partir de ce moment, il n'y eut que nous deux, Ivy et moi contre tout le reste. Je l'ai élevée seule, travaillant 2 emplois, enseignante de CE2 le jour, faisant du tutorat pour des lycéens la nuit. Je zappais des dîners, je dormais trop peu, je comptais les centimes. Mais elle ne le savait pas. Dans son univers, elle était en sécurité. Un monde doux, rempli de livres, de craies sur le trottoir, de leçons de piano et de pancakes le samedi matin. C'est ce que j'avais juré. Peu importe les sacrifices, elle ne sentirait jamais leur poids. Nous avions nos rituels, les vendredis soirs, cinéma et pop-corn en pyjama assortis, les escapades en voiture en chantant jusqu'à perdre haleine les soirs d'orage. Elle venait dans mon lit même à 15 ans et murmurait « Tant que ça passe, je reste là ». Je ne lui avais jamais dit non. Elle était vive, curieuse, bienveillante. Elle avait les yeux de son père, mais pas son silence. Ivy me disait tout du moins, elle le faisait. Je me souviens encore du jour où elle a présenté Caleb pour la première fois. Elle avait 24 ans, rayonnante comme si elle avait avalé le soleil. J'avais ouvert la porte, et là, elle, la main dans celle de Caleb, comme s'il fallait le présenter fièrement. « Maman, voici Caleb. » Il était silencieux, poli, le genre de jeune homme qui regarde quelqu'un dans les yeux et écoute vraiment. Il portait son sac à main sans sourciller, riait quand elle le taquinait. Je l'ai tout de suite aimé. Non pas parce qu'il m'avait impressionné, mais parce que Ivy était sereine à ses côtés, une certitude que rien ne pouvait ébranler. Quand ils se sont fiancés 6 mois plus tard, je ne pleurais pas de tristesse, mais parce que j'avais l'impression que s'ouvrait avec eux un nouveau chapitre, que nous allions l'écrire ensemble, choisir la robe, visiter les lieux, goûter les gâteaux, rire jusqu'aux larmes des fleurs, des polices, de tout ce qu'est Pinterest. Je nous ai jetés cette semaine-là, j'ai même commencé un petit carnet, j'ai noté des idées, des citations, des vendeurs, rien d'insistant, juste une maman qui essaie d'aider sans rôder. Je lui ai acheté un collier, une délicate chaîne en or avec une breloque en forme de cœur gravée des mots, toujours ta maman.
J'ai pensé que je le lui donnerais le matin de son mariage, l'épinglerais autour de son cou avec des mains tremblantes et lui dirais « Tu auras toujours un morceau de moi, peu importe où tu iras ». On a regardé des compositions florales une fois, juste elle et moi. Elle était arrivée chez moi avec un magazine de mariage et 2 tasses de thé, posée sur la table de la cuisine comme au bon vieux temps, feuilletant les pages et encerclant nos favoris. Ça faisait du bien, on avait l'impression que tout allait bien à ce moment-là, juste elle et moi, dans notre bulle de sécurité, de projet et de rire. Je m'y suis accrochée fermement, ne sachant pas que ce serait la dernière fois qu'elle me demanderait mon avis. Après ça, quelque chose a changé. Je me suis dit que c'était juste du stress. Chaque mariée est dépassée, mais les appels sont venus moins souvent. Nos rendez-vous café hebdomadaires se sont transformés en peut-être la semaine prochaine. Ces textos sont devenus plus courts, raccourcis, pratiques. Je n'ai toujours pas insisté. Je lui ai laissé de l'espace. Je pensais qu'elle reviendrait comme toujours. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait un moment, petit mais indubitable, où j'ai réalisé que quelque chose était en train de changer. C'était un dimanche. Ivy m'avait invité à bruncher avec les parents de Caleb dans ce petit café branché du centre-ville. Je suis arrivée dans un chemisier bleu doux, elle adorait les cheveux bouclés, essayant de ne pas avoir l'air d'en faire trop. Ils étaient déjà assis. Quand je suis arrivée, Caleb s'est levé pour me saluer. Ivy n'a pas dit maman, elle a dit toujours à l'aise, tu as fait en sorte que ce ne soit pas froid mais distant, comme si j'étais quelqu'un qu'elle devait inclure, pas quelqu'un qu'elle voulait là. J'ai souri, je ne le raterai pas. Nous nous sommes assis. Le serveur a apporté les menus. J'ai demandé s'ils avaient des options végétariennes, juste quelque chose de léger. La mère de Caleb, Judith, s'est moquée. Oh, encore un autre. Ivy a ri nerveusement mais n'a rien dit. Je l'ai ignoré. Je ne voulais pas faire de scène. J'étais juste content d'être là. Tu sais, Caleb a mentionné qu'il venait de finaliser la liste des invités. Je me suis ragaillardie. As-tu déjà choisi un fleuriste? Ai-je demandé en sortant une brochure de mon sac à main. Une de mes anciennes élèves a démarré une entreprise de fleurs. Ses compositions sont magnifiques. Nous avons la situation sous contrôle, a dit Ivy en me coupant la parole. Sa voix était sèche. Définitivement. Le sourire s'est figé sur mon visage, la brochure dans ma main m'a soudainement semblé ridicule, j'étais juste, je sais qu'elle a dit pas méchant mais ferme, mais c'est vraiment quelque chose que nous avons déjà compris. La table est devenue silencieuse. Caleb a baissé les yeux vers son assiette, Judith a haussé un sourcil, et a siroté son mimosa. J'ai replié la brochure dans mon sac à main, mes joues ont brûlé, mais j'ai souri, j'ai ri un peu comme si je m'en fichais, bien sûr que je l'ai dit, mais à l'intérieur quelque chose s'est fissuré, pas à cause de ce qu'elle a dit mais à la vitesse à laquelle elle m'a renvoyé, comme si mon excitation était embarrassante, comme si j'entrais dans un rôle que je n'avais plus la permission de jouer. Ce soir-là je me suis assis sur mon canapé, et j'ai rejoué la situation encore et encore, la façon dont elle m'a coupé, la façon dont personne à table n'a bronché. Ce n'était pas juste un faux pas, c'était un changement. Après ce brunch, les choses ne sont pas revenues à la normale, en fait elles sont devenues plus calmes, pas le genre de calme qui vient d'être occupé, pas le calme quotidien que la vie nous offre parfois, c'était différent, c'était le genre de calme qui vous donne l'impression d'être lentement effacé, comme quelqu'un dessine un contour à la craie autour de l'endroit où tu étais. Les appels ont arrêté, les messages ont répondu en un mot, plus d'amour pour toi à la fin de nos conversations. C'est arrivé lentement. Si lentement que j'ai presque pu me convaincre que je l'imaginais, mais une mère sait même quand elle fait semblant de ne pas savoir. Elle sait, j'ai continué à essayer doucement, je lui ai envoyé une photo de mon vieux voile de mariée en dentelle douce comme un souffle transmise de génération en génération. J'ai demandé, voudrais-tu cela comme quelque chose de vieux? Elle n'a pas répondu pendant 3 jours, et quand elle l'a fait, c'était court, aller avec quelque chose de différent, non merci, pas de chaleur, juste un point. J'ai proposé d'aider avec les invitations, d'écrire les adresses à la main comme nous le faisions pour les cartes de vœux. Elle a répondu que c'était déjà fait. J'ai suggéré d'organiser une petite réunion pour ses amis de l'université, quelque chose de détendu, des lumières dans le jardin, de la limonade, des rires. Ce n'est pas vraiment l'ambiance que nous recherchons. Elle a dit avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Ce sourire, je m'en souviens encore, poli, distant, comme si j'étais un invité dans sa vie. Un jour, je suis passée à son appartement avec un petit panier, des biscuits faits maison, du thé à la camomille et une boîte de petits souvenirs. Des fleurs pressées d'un voyage que nous avons fait quand elle avait 6 ans. Un dessin qu'elle a fait de nous quand elle était à la maternelle, nos mains se tenant au crayon. Caleb a ouvert la porte, il avait l'air surpris et hésitant. Elle n'était pas vraiment d'humeur à recevoir des visiteurs en ce moment. Il a dit sans ménagement. J'ai proposé de laisser le panier. Il a hoché la tête. La boîte m'est revenue une semaine plus tard, intacte. Le silence n'est pas apparu d'un seul coup.
Il s'est installé comme un brouillard, s'installant dans les coins de chaque pièce de ma maison. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je n'avais pas eu de vraie conversation avec ma fille depuis plus d'un mois. Pas de nouvelles du mariage, pas de maman. Qu'en penses-tu? Pas de chaleur, juste de la distance, froide et intentionnelle. Je n'arrêtais pas de trouver des excuses. Elle est dépassée. Elle se penche davantage du côté de Caleb. Peut-être que Judith dit des choses, mais au fond de moi, je commençais à m'inquiéter, pas seulement pour le mariage, pour nous, pour ce qui nous filait entre les doigts. J'ai commencé à me poser des questions. Si j'avais été trop impliquée, si j'avais dépassé les bornes. J'ai rejoué chaque moment de l'année écoulée comme un détective avec un stylo rouge, essayant de comprendre où je m'étais trompée. Certaines nuits, je pleurais dans le noir, la porte était fermée, le son était étouffé par mon oreiller, pas à cause de ce qui se passait. Mais comme je ne comprenais pas pourquoi cela arrivait, je ne l'ai pas dit à mes amis, je ne l'ai pas dit à ma sœur parce que je savais ce qu'ils diraient. C'est comme ça que sont les filles, mais ça n'avait jamais été comme ça, pas avec nous, nous étions proches, nous étions nous et maintenant je ne la reconnaissais même plus. Le pire, ce n'était pas d'être laissé de côté, c'était en train d'être réécrit. Un ami commun a mentionné à Brûle-Pourpoint Kivy avait dit « Ma mère ne fait tout simplement pas partie de cette période de ma vie ». Cette phrase a été tranchante comme du verre, comme si j'avais choisi de prendre du recul, comme si je m'étais porté volontaire pour devenir sans importance. Je suis passé du statut d'encre à celui de fantôme, mais j'ai continué à faire semblant. Quand les gens me posaient des questions sur le mariage, je souriais et disais « Elle rayonne de bonheur ». J'achetais toujours des cadeaux, des bougies, des pantoufles, des petites choses qu'elle pourrait aimer. Je les gardais dans un tiroir de ma chambre. Je ne savais pas si je pourrais un jour les lui offrir, mais les lui acheter me faisait me sentir proche. Certains soirs, je parcourais de vieilles photos de son premier jour d'école, de ses anniversaires, du voyage à Seattle quand elle avait 16 ans, des vidéos d'elle dansant dans la cuisine, chantant dans la voiture, se faufilant derrière moi pour crier bouh. Je riais puis je pleurais parce que j'avais l'impression d'être en deuil, mais je ne pleurais pas quelqu'un qui était mort, je pleurais quelqu'un qui avait disparu alors qu'il était encore en vie, et ce genre de deuil n'a pas d'enterrement, il persiste simplement. Puis vint le moment qui m'a brisé, non pas en criant, ni par une trahison dramatique, mais par le rire. Je préparais une soupe de lentilles un jeudi calme, quelque chose de chaud, quelque chose qui ressemblait à de l'amour dans un bol, puis mon téléphone a sonné. Une notification m'a dit que tu avais été ajouté au groupe de discussion des mariés d'Yvais. Mon cœur a palpité. C'est peut-être ça. Je pensais qu'elle me ramènerait peut-être. J'ai ouvert le chat. Au début, c'était inoffensif. Des photos de demoiselles d'honneur essayant des robes, des palettes de couleurs, un mood board avec des guirlandes lumineuses et des bocaux maçonnes. Puis sont arrivés les messages, des dizaines de filles que je connaissais à peine, des colocataires, des cousines, des demoiselles d'honneur qui m'avaient rencontré une fois, peut-être 2 fois, mais elles parlaient de moi comme si j'étais une étiquette d'avertissement. Harry a dit que sa mère allait craquer si elle n'était pas au premier plan pendant l'aveu énergie classique de mère autoritaire. Laisse juste la fille avoir sa journée, si elle porte du blanc je jure que je crierai, quelqu'un s'assure qu'elle ne fasse rien de bizarre. Et puis juste là entre les émojis et le sarcasme il y avait le message d'Ivy, elle veut bien faire mais elle est juste trop, parfois tout se transforme en un voyage de culpabilité avec elle, je n'ai honnêtement pas l'énergie, je ne pouvais pas respirer, je l'ai lu encore et encore, ça n'a pas changé, elle a dit ça de moi à eux, ce n'était pas privé, ce n'était pas une erreur, c'était elle et ils ont ri, je me suis assis la soupe bouillant sur le feu derrière moi sifflant comme si elle savait ce que je venais de lire, mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas pleuré, pas encore, je n'ai pas répondu, je n'ai pas quitté le chat, j'ai juste lu chaque mot, chaque ligne jusqu'à ce que la douleur ait du poids, et puis tranquillement je me suis levée, je me suis essuyé les mains sur une serviette et j'ai quitté le groupe, je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas envoyé de message, je me sentais juste petit comme si j'étais devenu une chute dans l'histoire, je pensais avoir aidé à écrire le lendemain matin, je me tenais devant mon placard, il était trop tôt, la lumière dehors était douce, cet étrange silence d'une journée encore en train de décider qu'il veut être, je n'ai pas dormi, je n'ai pas pu, mon oreiller tenait toujours la forme de ma tête humide sur les bords et la marmite à soupe était dans l'évier intact brûlée sur le bord, je n'avais même pas dîné, juste assise là à faire défiler ces mots en boucle comme une punition que je ne pouvais pas arrêter de m'infliger, et maintenant dans le calme de l'aube je me tenais à regarder la robe, cette robe toujours suspendue là dans son sac à vêtements rose blush et douce comme un mensonge enveloppé de satin, je l'ai sorti lentement, j'ai ouvert le sac et je l'ai tenu contre mon corps dans le miroir. C'était magnifique. Je l'ai quand même fait mais je ne l'ai pas fait pas parce que je n'étais pas assez mais parce que la femme dans le reflet n'était plus invitée à le porter, je l'ai quand même mis, j'avais besoin d'en sentir le poids, j'avais besoin de me regarder et de comprendre ce qu'elle avait choisi de laisser derrière moi, je me tenais à nouveau dans la cuisine, même chaise, même endroit, cette ridicule petite boîte à collier toujours pas ouverte, café dans la cafetière frais cette fois mais toujours intacte, j'ai
Regardé par la fenêtre en imaginant la cérémonie qui aurait lieu dans quelques heures, je l'ai vu marcher dans l'allée en souriant, j'ai imaginé Caleb attendant nerveux et adorant la musique, les fleurs, les applaudissements, et je me suis demandé pour la 100e fois si elle penserait à moi, ne serait-ce qu'une fois, et puis j'ai arrêté de me demander parce que cela n'avait plus d'importance. À midi, j'ai mis mon pyjama, j'ai glissé la robe dans le sac et je l'ai fourrée sous le lit comme si c'était quelque chose dont il fallait avoir honte. Je me suis recroquevillée sur le canapé avec une couverture qui sentait la lavande et la lessive et j'ai essayé de disparaître dedans. Il n'y a eu aucun moment de cinéma, aucun message de dernière minute, aucun coup à la porte, aucun coup soudain, n'excuse, juste un chagrin lent et régulier, et un silence. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé, je n'ai même pas pleuré, j'ai juste regardé fixement parce que quand quelqu'un te montre qu'il ne te voit plus ni comme une personne, ni comme une mère, ni comme quelqu'un qui mérite d'être invité, arrête d'offrir plus de toi-même pour qu'il le rejette. Je n'étais pas amère, je n'étais même pas en colère, j'étais juste fatiguée de me tordre dans une forme qui pourrait s'intégrer dans sa nouvelle vie, fatiguée d'attendre que le téléphone sonne, fatiguée d'espérer que l'amour sonnerait comme avant, et alors j'ai fait quelque chose de petit, quelque chose de calme, j'ai allumé une bougie, pas pour elle, pour moi. Je me suis servi une tasse de thé, et je me suis assis dans le salon laissant la vapeur réchauffer mon visage, et dans ce silence je me suis souvenu de quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis des années, mois avant que la maternité ne m'engloutisse tout entière. Avant chaque instant, chaque décision, chaque respiration tournait autour du fait d'être la mère de quelqu'un. Je me suis souvenu de la femme qui tenait un journal tous les soirs, qui se promenait juste pour sentir le vent sur sa peau, qui peignait autrefois pour le plaisir, même si aucune des toiles ne s'avérait tout à fait correcte. Je me suis souvenu d'elle et elle m'a manqué, et juste là avec une bougie scintillait à côté de moi et le collier était toujours intact dans sa boîte. J'ai fait un vœu silencieux, si j'étais rayée de son histoire, alors je commencerais à écrire la mienne. Je n'avais pas besoin d'une place au mariage, j'avais besoin d'une place à ma propre table. Le lendemain du mariage, c'était plus lourd que le mariage lui-même. Il n'y avait plus d'espoir pour me distraire. Plus de compte à rebours pour prétendre que je ferais partie de quelque chose. Plus de fantasmes persistants selon lequel je serais nécessaire. Ariel était mariée et je n'étais pas là. Je ne l'avais pas vue dans la robe. Je ne l'avais pas accompagnée jusqu'à l'hôtel. Je ne l'avais pas entendu dire oui ni regarder danser sous les lumières. J'ai imaginé une fois l'aider à s'accrocher. J'avais été effacée. C'était un dimanche, notre ancien jour de crêpes. Le genre où nous fredonnions du jazz dans la cuisine et retournions des crêpes aux fraises en pyjama. Elle dansait pieds nus en tenant la spatule comme un micro, chantant Ella Fitzgerald à tue-tête. J'aimais ces matins plus qu'elle ne le saura jamais. Mais ce dimanche, pas de jazz, pas de fraises. Juste silence, un silence si épais que je pouvais à peine respirer à travers. J'ai erré dans la maison comme un fantôme, ne sachant pas quoi faire de mes mains, mes pensées, mon corps. J'ai décroché le téléphone 2 fois, j'ai plané sur son nom. Félicitations, tu me manques, pourquoi as-tu fait ça? Mais je ne l'ai jamais tapé à la place. J'ai ouvert les réseaux sociaux, et elle était là souriant sur ses photos de mariage comme quelque chose sorti d'un magazine. Sa légende, le plus beau jour de nos vies, et les commentaires des centaines, vous êtes magnifique, un si beau couple, si heureux pour vous deux. Pas une seule mention de moi, pas une seule question sur l'endroit où j'étais, et puis je l'ai vu une photo d'Ariel et Judith, la mère de Caleb, jouent pressées l'une contre l'autre, bras serrés comme s'ils s'étaient aimés toute une vie. La légende, ma deuxième maman, merci d'avoir rendu tout si magique. Deuxième maman. Comme si j'avais été le temporaire, l'espace réservé. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que ma vision se brouille, non pas à cause des larmes, mais à cause de l'incrédulité. J'ai fermé l'application et je suis allée au réfrigérateur. À l'intérieur, il y avait le gâteau que j'avais fait la veille, 3 étages, chocolat framboise, son préféré. J'avais prévu d'allumer une bougie, le trancher, porter un toast à elle seule dans ma cuisine, mais maintenant je ne pouvais même pas le regarder. Je l'ai sorti, j'ai arraché le couvercle, l'ai porté directement à la poubelle. Je n'ai pas pris une bouchée, n'ai pas hésité, je l'ai juste laissé tomber dedans, et avec tout ça quoi je m'étais accroché, j'ai glissé sur le sol, le dos appuyé contre les pieds du placard, le cœur plié, s'est ouvert en grand, et j'ai pleuré, pas le genre silencieux, pas la politesse. Quelqu'un pourrait m'entendre gentil, mais les sanglots bruts et essoufflés qui vous secouent de l'intérieur. J'ai pleuré pour la fille que j'ai élevée, pour le lien que nous avions perdu, pour chaque projet scolaire, pour chaque histoire du soir, pour chaque genou écorché que j'avais embrassé. J'ai pleuré parce que j'avais essayé, que j'étais là et que j'avais quand même été laissée derrière. Finalement, je me suis traînée jusqu'au canapé et j'ai enroulé une couverture autour de mon corps comme une armure. J'ai regardé le plafond pendant des heures sans penser, sans espérer, juste exister. Et quand je me suis finalement endormie, j'ai rêvé d'elle. Elle était à nouveau petite, peut-être 5 ou 6 ans, dans une robe tournesol, tenant une marguerite dans une main. Elle a levé les yeux vers moi et m'a demandé « Est-ce que ça va, maman ?» Je l'ai attrapée mais elle s'est retrouvée dans un brouillard que je n'ai pas pu suivre. Je me suis réveillée emmêlée dans ma couverture, les larmes trempant mes joues, et c'est là que j'ai su que j'avais touché le fond. Il n'y avait nulle part où aller plus bas, seulement en avant. Le matin après le rêve, je n'ai pas bougé pendant un long moment. Je me suis assise à la table de la cuisine dans mon peignoir regardant les
Particules de poussière dansaient dans un rayon de soleil comme de minuscules fantômes. La maison n'était toujours pas paisible, juste creuse, comme si l'air avait oublié comment retenir le son. J'ai regardé autour de moi, et j'ai réalisé tout le désordre que le chagrin laisse derrière lui. Sac cadeau, papier de soie, ruban de mariage dans un tiroir destiné à la joie, un coffre à espoir qui s'était transformé en bac de rangement pour ce qui aurait pu être alors. J'ai commencé à nettoyer, pas furieusement. Pas comme si j'étais en mission, juste lentement, comme décoller le papier peint d'un vieux souvenir. J'ai tout sorti: bougies inutilisées, flûte à champagne de rechange, un ensemble de serviettes monogrammées. Je n'ai jamais eu la chance de tout offrir, dans des boîtes, dans des sacs, et au fond d'un tiroir caché sous une couche de plans oubliés. J'ai trouvé la boîte de lavande, la boîte à collier, toujours emballée, toujours parfaite. Mes mains tremblaient en la soulevant. Je me suis assise, je l'ai lentement posée sur la table comme s'il allait exploser. J'ai dénoué le ruban crème avec précaution et douceur, comme si une partie de moi croyait encore qu'elle pourrait appeler et dire: attends, je le veux maintenant. À l'intérieur du collier, niché dans une chaîne en velours doré, un charme en forme de cœur, les mots Always Your Mom gravés dessus en écriture en boucle. Mais ce n'était pas seulement le collier dans cette boîte, il y avait une lettre pliée étroitement. Je l'avais complètement oubliée, je l'ai sortie, le papier était froissé, l'encre un peu tachée par endroits, j'ai dû pleurer en l'écrivant. C'était le genre d'écriture que je réservais aux cartes de vœux et aux bulletins scolaires, quand je voulais que chaque mot soit juste, et je l'ai lu à voix haute, à personne, à moi-même. Chère Ariel, aujourd'hui, tu deviens une épouse, une partenaire, un copilote dans la vie de quelqu'un d'autre, et même si c'est sacré, beau et digne d'être célébré, j'espère que tu n'oublieras jamais le rôle que tu as toujours joué, ma fille. Depuis le moment où je t'ai tenue pour la première fois, je savais que je passerais ma vie à te protéger, à t'encourager et à t'aimer de toutes les manières. Je savais que chaque cri de fin de soirée, chaque genou écorché, chaque secret murmuré, ils sont cousus dans mon âme. Tu es mon battement de cœur en mouvement. Je n'ai pas été parfaite, j'ai dit les mauvaises choses, je me suis trop serrée, je n'ai pas raté les signaux, mais jamais une seule fois. Mon amour n'a pas faibli une seconde. Ce collier contient un morceau de moi et de ta grand-mère aussi. Son alliance a été fondue dans le charme pour que tu nous portes tous les deux avec toi, non pas parce que tu as besoin qu'on te rappelle qui nous sommes, mais parce que je voulais que tu saches que la force en toi vient de quelque part réelle. Je ne sais pas où la vie te mènera maintenant, mais j'espère de tout mon cœur que tu retrouveras toujours ton chemin vers moi, non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu le veux, parce que le véritable amour a de la place pour les racines et les ailes de tout mon cœur. Maman, au moment où j'ai fini, je ne pouvais plus voir les mots, mes yeux étaient trempés, mais je ne sanglotais pas comme avant. Cette fois, les larmes n'étaient pas pour ce que j'avais perdu, elles étaient pour le rappel de qui j'avais été, de ce que j'avais donné, de combien j'avais aimé. Cette lettre, ce n'était plus pour Ariel, c'était pour moi, la preuve que j'avais tout donné pour être sa mère, la preuve que le silence qu'elle m'a accordé n'était pas le reflet de mes échecs, mais de quelque chose de brisé en elle. J'ai remis la lettre dans la boîte, mais cette fois je ne l'ai pas fait. Remettez le collier dans le velours. Je l'ai serré autour de mon cou. Mes doigts secouant le charme ont atterri juste au-dessus de mon cœur, chaud et solide, le mien. Et je n'ai pas ressenti d'abandon, j'ai ressenti une forme de revendication. Comme une femme disant « j'ai toujours de l'importance ». Comme une mère qui a refusé de disparaître ce jour-là. Quelque chose a bougé, pas fort, pas dramatique, pas d'éclair, juste un léger grincement dans une porte que je pensais rouillée et fermée. Je me suis regardée dans le miroir du couloir, non pas pour vérifier mon visage ou me coiffer, mais pour me voir vraiment, et ce que j'ai vu n'était pas une coquille, ce n'était pas une femme abandonnée. J'ai vu de la force, j'ai vu du souffle, j'ai vu une lueur de quelqu'un qui en valait la peine. De retour à moi, j'ai passé le reste de la semaine à reconstruire tranquillement, non pas ma relation avec elle, mais ma relation avec moi-même. J'ai sorti une boîte de vieux journaux du garage, j'ai feuilleté des pages d'histoire que j'écrivais quand la maison était bruyante de rire, de crayons et de pratique du piano. Mon Dieu, j'adorais écrire, j'en avais besoin. J'ai fait du thé, j'ai allumé une bougie, je me suis assis à la même table de cuisine et j'ai ouvert une nouvelle page. Le stylo m'était inconnu dans la main, comme si je tenais une partie de moi-même que je n'avais pas touchée depuis des années. Mais j'ai commencé à écrire. Pas sur Ariel, sur une femme qui trouve son équilibre après que le sol en qui elle avait confiance ait disparu, sur la beauté de se relever. Les mots sont venus lentement, obstinément, mais ils sont venus. Et quand j'ai regardé l'horloge, j'ai réalisé que 4 heures s'étaient écoulées. 4 heures et je n'avais pas pensé à elle une seule fois. Pas dans la douleur, pas dans le désir, pas dans la honte. Juste moi, mon histoire, mes mots. Le lendemain, je me suis promenée dans le quartier. Je n'avais pas fait ça depuis des semaines. L'air était vif et les feuilles murmuraient contre le trottoir. Les enfants faisaient du scooter. Un chien aboyait au loin. Le monde était toujours en mouvement. Je ne m'étais pas arrêtée juste parce que je l'avais fait. Au café, j'ai croisé une ancienne collègue, Mara, de l'école primaire. Nous partagions des déjeuners au micro-ondes et plaisantions sur le chaos des sorties scolaires. Elle avait l'air surprise, puis chaleureuse. « Léona, ton visage m'a manqué. Nous nous sommes rattrapés.
Nous avons ri d'un ancien élève qui avait essayé de manger de la colle et avait blâmé son imagination. Avant de nous séparer, elle a dit « Tu sais que le district recherche à nouveau des tuteurs en lecture à temps partiel. Tu as toujours eu un don avec les enfants en difficulté. Tu devrais y réfléchir. » J'ai souri poliment, mais quelque chose en moi a brillé, non pas parce que j'avais besoin du travail, mais parce que je regrettais d'être nécessaire de la bonne manière, non pas pour qui j'étais ni pour ce que quelqu'un voulait que je sois, mais pour qui j'étais encore. Cette nuit-là, j'ai mis à jour mon CV, je n'en ai parlé à personne, je n'en ai rien posté, je me suis juste rappelé tranquillement que je pouvais encore dire oui à quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le fait d'être la mère de quelqu'un et tout à voir avec le fait d'être moi. Le lendemain matin, j'ai fait mon lit, je ne sais pas pourquoi cela semblait si important, mais c'était le cas. Il y avait quelque chose de sacré dans le fait de lisser les draps border, les coins gonflés, les oreillers, comme si je disais au jour où je suis là, je suis réveillée, j'ai toujours de l'importance. J'ai ouvert les stores en grand, laissant entrer le soleil, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pris mon téléphone pour vérifier si Ariel avait posté quelque chose, je n'ai pas fait défiler les photos de mariage, ni me suis demandé avec qui elle riait maintenant. À la place, j'ai ouvert la fenêtre, l'air frais, les sons du matin, le bruissement des feuilles. J'ai préparé du café, non pas par habitude, mais parce que je voulais y goûter. Je l'ai emmené sur le porche et je me suis assis là, enveloppé dans un châle, pieds nus, sans distraction. Juste moi au monde. Cet après-midi-là, j'ai appelé le bureau du district à propos du travail de tutorat dont Mara avait parlé. La femme au téléphone avait l'air ravie. Ton nom revient encore. Tu sais, elle a dit que certains enfants se souviennent encore de toi. Cela m'a fait sourire dans un endroit où je pensais avoir oublié comment ils avaient organisé un entretien rapide. Ils ont dit qu'ils adoreraient que je commence à temps partiel le semestre prochain si les choses s'alignaient. J'ai raccroché le téléphone, je l'ai posé doucement et j'ai murmuré. Ok, Léona, regarde-toi. Non pas parce que c'était un grand pas, mais parce que c'était le mien. Ce même jour, j'ai nettoyé un tiroir dans ma chambre, celui où j'avais caché tous les cadeaux que j'avais achetés pour Ariel, des bougies, des pantoufles, des petits bibelots qui voulaient dire « je pense à toi ». Des choses que j'avais collectionnées quand je croyais encore que je ferais partie de son jour de mariage. Je me suis assis par terre en tailleur et j'ai regardé chaque objet. Certains d'entre eux sentaient encore légèrement la lavande. J'ai réutilisé ce que je pouvais donner, le reste garder une bougie allumée ce soir-là, pas pour elle, pour moi, parce que la chaleur n'a pas besoin de raison. Cette semaine-là, j'ai commencé à aller à un groupe d'écriture à la bibliothèque le mercredi soir, petite salle. Un cercle d'étrangers avec des cahiers et des sourires hésitants. J'étais nerveux, je me sentais comme si j'avais à nouveau 15 ans en arrivant à un nouveau cours au milieu du semestre, mais je me suis assis quand même quand c'était mon tour de lire quelque chose. Ma voix tremblait, mes mains tremblaient, mais j'ai lu un court texte, un texte fictif sur une femme qui perd sa carte et se retrouve à la place. Quand j'ai fini, la salle était silencieuse, puis quelqu'un a applaudi. Ce n'était pas forceux. N'était pas performatif, juste assez pour que je me sente entendu. Après la séance, un professeur d'anglais à la retraite s'est penché et a dit « Tu as un dont tes mots ne parlent pas seulement, ils respirent ». J'ai souri tout le chemin du retour, non pas parce qu'elle m'a complimenté, mais parce que je la croyais. Ce week-end, j'ai fait du bénévolat à l'heure du compte de la bibliothèque locale. Il y avait surtout des tout-petits en pull surdimensionnés, des mamans serrant des tasses à café et quelques papas. J'essayais de me souvenir des paroles de la chenille très affamée. Je m'assis dans le grand fauteuil, j'ouvris un livre d'images et commençai à lire. Ma voix emplit la pièce et les enfants, que Dieu les bénisse. Ils écoutèrent, les yeux écarquillés, les visages illuminés. Une petite fille, Harper, était assise juste à mes pieds. Elle n'arrêtait pas de m'interrompre pour me demander des choses comme « Et si le dragon voulait être une ballerine ou si l'arbre pouvait répondre ?» Elle me rappelait Ariel, pas l'Ariel adulte avec ses yeux froids et ses textes tachés. La vraie, la petite fille qui se glissait dans son lit pendant les orages et murmurait jusqu'à ce que ça passe. Après l'heure du compte, Harper m'a serré dans ses bras, a enroulé ses petits bras autour de mes genoux et m'a dit « Tu lis bien ». J'ai cligné des yeux rapidement pour retenir mes larmes car je n'étais pas sûre que quelqu'un m'ait dit ça depuis des années. Quelques semaines se sont écoulées comme ça. Petit pas, victoire tranquille. Je me suis acheté une nouvelle bibliothèque et je l'ai remplie de poésie, de mémoires et même de quelques guides de jardinage que j'avais autrefois adorés. J'ai réorganisé mon salon, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que j'en avais besoin. J'ai accroché de nouveaux rideaux, allumé plus de bougies et recommencé à peindre. Rien de sérieux, juste de petites aquarelles de fleurs et d'arbres. Désordonnées, inexpérimentées, plein de couleurs. Chaque coup de pinceau ressemblait à un battement de cœur qui revenait et je continuais à écrire des nouvelles. Des nouvelles flash. Des lettres que je n'ai jamais envoyées. J'ai aussi appelé l'avocat et mis à jour mon testament. Non pas parce que je me sentais sombre, mais parce que je me sentais enfin claire. Je n'ai pas coupé Ariel. Je ne suis pas ce genre de mère, mais j'ai inclus une note dans la section sur les objets de famille.
Une simple déclaration sur le fait que le collier peut être transmis si le destinataire démontre une compréhension de sa signification. L'amour sans condition, la loyauté sans performance, la présence sans contrôle, pas une menace, pas une punition, juste une limite. Un rappel que l'héritage n'est pas seulement une question de sang, mais une question de vérité. Cette même nuit, j'ai sorti mon calendrier. Écrire des choses, pas des courses, pas des rendez-vous, moi des choses, écrire des heures de tutorat en groupe, une promenade avec Ruth à côté, le micro ouvert local, je pourrais peut-être juste lire un jour. Le calendrier a commencé à se remplir lentement comme des promesses que je tenais pour moi-même, et puis quelque chose s'est produit. Un parent au centre de tutorat m'a envoyé une note de remerciement, son fils Elia avait du mal à lire, elle a écrit. Il dit que tu es sa partie préférée de la semaine, que tu fais en sorte que les mots cessent d'être effrayants. J'ai pressé la carte contre mon cœur et j'ai expiré. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre que je pouvais encore être le refuge de quelqu'un, que je pouvais encore compter, non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que j'avais encore à donner. Les feuilles commençaient à tourner. Ce bord vif dans l'air, celui qui vous dit que l'été lâche prise, a commencé à s'insinuer dans mes matins. Je marchais davantage maintenant, juste pour regarder les arbres perdre ce qui ne leur servait plus. Il y avait une leçon à tirer de cela. Lâcher prise ne signifie pas mourir. Parfois, cela signifie simplement faire de la place. J'avais arrêté de consulter les réseaux sociaux d'Ariel, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais besoin de protéger ma paix. De temps en temps, quelque chose s'est glissé. Des photos taguées, des amis communs. Un jour, quelqu'un a posté une photo de Caleb. Il était dans un café du centre-ville, assis seul à une table en plein air. Pas de bague à la main, pas d'Ariel en vue. Il avait l'air fatigué, pas brisé, comme quelqu'un qui avait vieilli de 5 ans en 5 semaines. Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à ce que l'email arrive. C'était un simple objet. Seriez-vous ouvert à la conversation? Et l'expéditeur, Caleb, je l'ai regardé fixement. L'écran l'a lu encore et encore, il ne demandait rien de spécifique, juste une chance de parler. Il a dit qu'il avait lu la lettre, celle dans la boîte cadeau. Ariel n'a jamais ouverte, a dit qu'il avait dépensé des questions, des regrets, peut-être que je n'ai pas répondu tout de suite à la place. Je suis sorti assis sur mon porche et j'ai laissé le froid me mordre la peau. Je ne voulais pas me précipiter parce que pour la première fois depuis longtemps je n'agissais pas par douleur ou urgence ou l'espoir désespéré que quelqu'un puisse enfin me voir. J'étais juste immobile cette nuit-là. J'ai répondu: si c'est une question de vérité, pas de culpabilité, je t'écouterai. Il a répondu dans l'heure. C'est Caleb est arrivé un dimanche matin, le genre de matin où le ciel semble trop clair, trop doux, comme si le monde entier retenait son souffle. Il s'est garé de l'autre côté de la rue et est resté assis dans sa voiture pendant 10 minutes complètes avant de sortir. Je l'ai regardé par la fenêtre sans savoir s'il était vraiment venu à la porte, mais il a fait pas de fleurs, pas de script, juste lui en jean et un sweatshirt, les mains enfoncées dans ses poches comme un adolescent se présentant pour s'excuser d'avoir cassé une vitre. J'ai ouvert la porte et me suis écarté. Voulez-vous du thé? Demandai-je. Il acquiesça. Nous étions assis à la table de la cuisine, la même où j'avais attendu le matin du mariage. Même siège, même tasse. Caleb regarda autour de lui comme s'il mémorisait tout, puis il dit: elle n'a pas ouvert le cadeau. La boîte était sous ses chaussures. La voiture, elle a oublié. Je n'ai rien dit, je l'ai ouverte. Il a continué: je sais que ce n'était pas à moi de le faire, mais il y avait quelque chose que j'avais besoin de savoir. Et la lettre, il s'est arrêté à passer une main dans ses cheveux. Cette lettre n'était pas écrite par quelqu'un de contrôlant ou de dramatique, elle était écrite par quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui aimait trop profondément pour faire semblant d'aller bien. J'ai hoché la tête. Il a continué: je l'ai cru. Quand elle a dit que tu étais trop pour que tu fasses de cette journée une journée pour toi, je pensais qu'elle essayait de tracer une limite, mais elle construisait un mur. Il a levé les yeux vers moi. Elle est différente depuis le mariage, froid, déconnecté. C'est comme si elle pensait qu'avoir cette journée sans toi arrangerait quelque chose en elle, mais tout ce que ça a fait, c'est ouvrir un trou. Je l'ai regardé lutter pour les mots. Il n'était pas là pour arranger quoi que ce soit, il n'était pas là pour parler pour elle, il était là pour dire la vérité, et c'était important. Tu sais, j'ai dit doucement qu'elle m'avait dit une fois qu'elle ne se marierait jamais à moins que je ne l'accompagne jusqu'à l'hôtel. Caleb cligna des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise. Je ne savais pas que les choses changent. J'ai siroté, monté. Parfois les gens ont besoin de devenir les leurs histoires que j'ai ajoutées, et parfois ils oublient qui a aidé à écrire les premiers chapitres. Il hocha lentement la tête. Elle dit quelque chose une fois. Il a dit à quel point ton amour était si grand qu'il ressemblait à un projecteur. Elle avait peur de te décevoir, de ne jamais pouvoir t'aimer aussi fort. C'est le truc. J'ai murmuré que nous n'avons pas besoin que nos enfants nous correspondent, juste pas nous effacer. La pièce était silencieuse, puis il a mis la main dans sa poche et a sorti quelque chose plié. J'ai écrit quelque chose. Il a dit: je ne savais pas si je te le donnerais, mais maintenant je pense que je devrais. Il a glissé le papier sur la table. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite, j'ai juste posé ma main dessus et j'ai dit merci. Il hocha la tête, se leva, et avant de partir il dit: si j'avais su ce que je sais maintenant, tu aurais eu la première place.
J'ai souri pas amèrement, juste doucement. Je n'avais pas besoin d'un siège Caleb, j'avais juste besoin que quelqu'un me voie. 2 semaines plus tard, une lettre est arrivée par la poste, pas un email, pas un texto, une vraie lettre écrite à la main, mon nom dans les boucles familières de son écriture. Ariel. Je me tenais dans le couloir la tenant comme si elle allait exploser. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite, j'ai d'abord fait du thé, je me suis assise sur la même chaise que Caleb, puis avec des mains tremblante, j'ai décollé l'enveloppe. Elle était courte, moins d'une page, mais elle avait plus de poids que n'importe quel discours. Maman, je ne sais pas comment commencer, je l'ai réécrit 6 fois. Je n'arrête pas de penser à ce que tu aurais voulu entendre, et je ne sais même pas ce que c'est, mais je t'ai blessé. Je vois que maintenant je t'ai exclu de quelque chose qui aurait dû être à nous. Je l'ai fait parce que j'avais peur, non pas de toi, mais de moi-même, d'échouer. Tu as toujours été forte et j'ai toujours senti que je devais égaler ça, mais au lieu de grandir en moi-même, je t'ai repoussé. Je pensais que si je pouvais tout contrôler, la peur disparaîtrait. Elle n'a pas. Caleb m'a parlé de la lettre à propos du collier. Je n'ai pas encore ouvert le cadeau, mais je le ferai. Je ne demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. J'aime Ariel. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que ça ne m'a pas ému, mais parce que ça ne ressemblait pas à une conclusion, c'était comme un début. La lettre est restée sur la table de la cuisine pendant des jours. Je ne l'ai pas pliée, je ne l'ai pas rangée dans un tiroir comme un secret. Je l'ai laissée là où je pouvais la voir. Je l'ai relue quand la douleur dans ma poitrine a pulsé trop fort. J'ai laissé les mots se poser dans l'air, s'infiltrer dans les murs d'une maison qui avait entendu trop de silence. Ce n'étaient pas des excuses, implorant le pardon, c'était une confession. Un miroir, et d'une manière étrange et inattendue, ça m'a semblé mieux, plus vrai parce qu'il m'a dit qu'elle l'avait vu, vraiment vu, pas seulement la blessure, mais la femme qui saignait derrière. La même semaine, j'ai reçu un appel du coordinateur du tutorat du district scolaire. Nous avons une ouverture. Elle a dit qu'elle aimerait que tu y réfléchisses. Cela m'a pris au dépourvu, non pas parce que je n'en voulais pas, mais parce que je n'avais pas réfléchi aussi loin. J'étais tellement concentrée sur ma survie quotidienne que l'idée d'en planifier un me semblait étrangère, mais je n'ai pas hésité, j'y réfléchirai, ai-je dit, mais dans mon cœur, je savais déjà que je dirais oui, car quelque chose avait changé doucement, régulièrement, comme une marée qui tourne après des mois d'eau calme. Je ne flottais plus, je n'existais pas seulement, j'avançais vers quelque chose qui n'était pas lointain. Ce week-end, j'ai reçu une copie du testament que j'avais mis à jour. Il est arrivé dans une simple enveloppe en papier craft. Je ne m'attendais pas à ce que cela m'affecte, c'était juste de la paperasse, n'est-ce pas? Mais en feuilletant les pages, je suis arrivée à la ligne que j'avais écrite des semaines plus tôt. Le collier d'héritage peut être transmis si le destinataire démontre qu'il comprend sa signification. L'amour sans condition, la loyauté sans performance. Et une présence sans contrôle. Je l'ai regardé fixement, je l'ai lu 2 fois, ce n'était pas une punition, ce n'était pas de la méchanceté, c'était de la clarté, un héritage façonné par les limites, pas l'amertume. Lundi, j'ai emballé quelques trucs, une photo d'elle avec des couettes sans ses dents de devant tenant une glace et souriant comme l'était lui-même, la première histoire qu'elle ait écrite en CE1 à propos d'une licorne nommée Willow qui s'est perdue et a retrouvé son chemin. Avec l'aide d'une lune parlante, son livre de recettes d'enfance préféré, les pages collées ensemble par des années de doigts fleuris et de taches de chocolat. Je n'ai pas ajouté de mots, je n'ai pas expliqué, je les ai juste emballés délicatement et envoyés par la poste. Quelques jours plus tard, elle a posté une photo sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas une photo du mariage, ce n'était pas Caleb, c'était une photo d'un livre pour enfants, Je t'aime pour toujours, celui que je lui lisais au coucher soir après soir quand le monde semblait trop grand à l'intérieur de la couverture. C'était mon écriture à Ariel qui a fait de moi une mère, sa légende disait. Certaines choses prennent du temps à comprendre, j'apprends encore, pas de hashtag, pas de tag, pas de déclaration publique, juste la vérité douce, honnête comme une porte qui s'ouvre lentement et prudemment, et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé une éternité, je n'avais pas l'impression que l'histoire s'était terminée avec moi dehors. La justice n'était pas bruyante, elle ne venait pas dans des confrontations dramatiques ou des excuses larmoyantes sur le pas de ma porte, elle venait dans la reconnaissance d'être rappelée à juste titre, et parfois c'est le genre de justice le plus puissant qui soit. C'était un mardi soir quand le téléphone a sonné, numéro inconnu, j'ai failli ne pas décrocher, j'ai supposé que c'était un appel automatisé, ou quelqu'un qui vendait quelque chose dont je n'avais pas besoin, mais quelque chose peut-être. L'instinct peut-être. L'espoir m'a fait glisser pour répondre. Salut maman, cette voix douce, fragile, hésitante, je ne l'avais pas entendue depuis des mois, mais je la reconnaîtrais n'importe où. C'était Ariel. Je n'ai pas parlé tout de suite, j'ai laissé le silence nous retenir. Pendant une seconde, elle s'est éclaircie la gorge. Je ne sais pas si j'aurais déjà dû t'appeler les. Je dis doucement, alors vas-y, une autre pause, puis elle a dit merci pour le colis. J'ai pleuré en l'ouvrant, je ne pensais pas que je le ferais. Mais ouais, j'ai souri juste un peu, ce ne sont que des morceaux de notre vie, tu n'as rien à faire avec eux, mais je veux le faire. Répondit-elle d'une voix plus ferme. Maintenant je veux me souvenir, je veux comprendre ce que j'ai oublié ou ignoré. J'ai laissé ces mots s'installer entre nous, ce n'était pas le moment de se précipiter ni le moment de réparer, de plâtrer ou de sauver. J'ai relu la lettre, elle a dit celle dans la boîte à collier, je l'ai finalement lue et je n'ai pas pu arrêter de pleurer.
Pas seulement à cause de ce que tu as écrit mais parce que j'ai réalisé que sa voix s'était brisée, j'ai réalisé combien de temps cela faisait que je ne t'avais pas vu, tu n'es pas seulement ma mère mais comme Léona, ce nom Léona il a atterri comme une cloche en moi, tu ne me dois rien, j'ai dit doucement cet appel, ce n'est pas une porte que tu dois franchir sauf si tu le veux vraiment, je le veux, elle a dit pas d'hésitation cette fois, je ne suis pas encore prête à venir. Ou à parler de tous mes jeux. Veux commencer quelque part peut-être déjeuner terrain neutre bien sûr j'ai dit tu nommes l'endroit il y a ce café près de la librairie elle a dit érable et pain ils ont toujours ces brioches à la cannelle ils le font j'ai dit en souriant tu les commandais avec un glaçage supplémentaire. Le fais-tu toujours elle dit et pour la première fois depuis des mois je l'ai entendu sourire nous n'avons pas tout arrangé à cause de cet appel téléphonique il y avait encore des kilomètres à parcourir des blessures à soigner mais nous avions fait un pas en arrière pas en avant vers ce qui pourrait être et c'était suffisant je suis arrivée à Maple & Pin 10 minutes en avance, j'y étais allée des dizaines de fois au fil des brunch d'anniversaire samedi matin paresseux pause d'études où je la regardais gribouiller dans un carnet entre deux gorgées de chocolat chaud l'endroit n'avait pas changé même mur de briques même tasse dépareillée même Ella Fitzgerald fredonnant dans les hauts. Parleur j'ai choisi une table près de la fenêtre commandé 2 cafés et attendu je n'ai pas gigoté je n'ai pas fait défiler mon téléphone j'ai juste regardé la porte et puis elle était là Ariel pas la version soignée que j'ai vue sur ses photos de mariage pas la mariée souriante encadrée par la perfection elle avait l'air vraiment fatiguée mais plus douce moins sur ses gardes elle m'a repéré s'est arrêtée puis s'est approchée ses pas étaient lents délibérés comme si chacun était une question à laquelle elle n'avait pas encore complètement répondu elle m'a serré dans ses bras pas fort pas dramatique mais réel comme quelqu'un qui se souvenait de la façon dont nous étions assis l'un en face de l'autre. Le café fumant entre nous. Tu es beau, dit-elle. Toi aussi, répondis-je. Et je le pensais. Elle fouilla dans son sac et en sortit une photo au bord usé et légèrement recourbé. C'était nous sur une plage quelque part, peut-être en Floride, enveloppés dans des serviettes assorties, les joues brûlées par le soleil, riant comme si nous venions de découvrir la joie pour la première fois. J'ai trouvé ça, dit-elle. Le faisant glisser sur la table je ne me souviens pas du jour exact mais je me souviens à quel point je me sentais en sécurité j'ai placé ma main à côté de la photo j'ai tracé nos visages du bout des doigts je me souviens de ce jour où j'ai dit que tu avais construit un château de sable il a été emporté par la marée tu as pleuré si fort elle a ri un petit bruit inattendu tu m'as dit que j'avais continué même si le château est emporté tu sauras toujours comment le reconstruire ça ressemble à quelque chose que tu dirais elle a murmuré ses yeux vitreux il y a eu une pause un moment suspendu puis elle a dit j'ai oublié beaucoup de choses maman je veux m'en souvenir si tu me le permets je n'ai jamais cessé d'espérer que tu le ferais nous n'avons pas parlé du mariage nous n'avons pas ressassé ce qui s'était mal passé nous n'en avions pas besoin pas encore nous avons juste parlé de brioche à la cannelle de la librairie d'accent grave côté du fait que le café utilisait encore ses tasses jaunes. Ébréché qu'elle détestait c'était léger doux mais en dessous c'était tous les semaines suivantes sont tombées dans un rythme qui ne semblait ni rapide ni lent juste stable comme un pendule retrouvant enfin son rythme elle m'appelait tous les 2 ou 3 jours rien de profond au début juste pour prendre des nouvelles parfois il s'agissait de son nouveau travail parfois il s'agissait d'un livre qu'elle avait trouvé dans une friperie qui lui rappelait son enfance parfois ce n'était rien du tout juste le calme de 2 personnes se souvenant comment exister dans l'orbite de l'autre une fois elle m'a envoyé un mémo vocal d'elle passant devant une boulangerie il joue ta chanson d'Ella Fitzgerald elle a murmuré un léger rire dans sa voix m'a fait penser à toi c'était ça pas de grandes excuses pas de gestes performatifs mais ça signifiait plus que tout ça on a commencé à faire des promenades courtes autour du lac à travers le parc des endroits où l'air était ouvert et les mots pouvaient venir facilement on n'a pas parlé de tout mais on a suffisamment parlé d'une feuille qui semblait avoir été trempée dans le feu un chien portant un pull d'Halloween ridicule un poème que j'avais lu qui m'a fait penser à elle des petites choses mais des choses curatives un samedi elle s'est présentée à ma porte d'entrée sans prévenir je l'ai ouverte et je l'ai trouvée tenant une boîte en carton j'ai finalement ouvert le cadeau de mariage. A-t-elle dit et la lettre elle est entrée à l'intérieur a posé la boîte sur la table de la cuisine la même table où j'avais attendu le jour de son mariage à l'intérieur il y avait des photos de vieux journaux des dessins d'enfance des morceaux d'elle je pensais qu'elle avait dit l'air incertain peut-être que nous pourrions faire un album non pas parce que ça répare quoi que ce soit mais juste pour nous en souvenir ensemble je n'ai pas répondu j'ai juste sorti les bâtons de colle et le papier de construction du tiroir nous avons passé tout l'après-midi côte à côte entouré de souvenirs les rires sont venus facilement les larmes sont venues aussi mais ce n'était pas comme si c'était le matin j'avais envie de réparer une photo à la fois une légende à la fois ce soir-là après son départ je me suis assis seule dans la cuisine l'album s'est ouvert devant moi les pages séchant les souvenirs se recroquevillaient au coin une photo a attiré mon regard Ariel 10 ans assise sur mes genoux glaçage sur son nez. Midlave un gâteau d'anniversaire entre nous je ne me souvenais pas de la blague mais je me souvenais de la joie et c'était suffisant je me suis levée et je suis allée au miroir du couloir le même miroir où je m'étais tenue une fois essayant de me rappeler qui j'étais j'ai regardé mon reflet non pas par vanité mais par vérité j'ai vu une femme qui avait été brisée reconstruite pas la même qu'avant mais plus forte plus sage entière que je n'avais pas attendu les excuses d'Ariel. Pas vraiment j'avais attendu de me revoir et maintenant je l'avais fait elle reviendrait dans ma vie oui mais plus important encore j'étais revenue dans la mienne non pas comme l'ombre d'une mère attendant une invitation mais comme Léona une femme qui avait tenu bon malgré le chagrin qui avait grandi grâce à l'absence et qui avait retrouvé sa voix non pas grâce à la permission de quelqu'un d'autre mais grâce à la sienne le lendemain matin je me suis attardée au petit déjeuner ressentant encore la douceur d'hier. Une légèreté dans
Ma poitrine, pas vraiment de l'exaltation, pas tout à fait, mais quelque chose proche de la paix, le genre de bourdonnement en arrière-plan quand on arrête de retenir son souffle. L'album était fermé sur la table basse, je ne l'avais pas rangé, je ne voulais pas, on aurait dit un être vivant respirant avec le poids de notre histoire commune. Je l'ai rouvert et j'ai passé mes doigts sur les pages, le dessin d'Ariel en CE1 de nous bonhommes allumettes avec des cheveux en bataille et des sourires géants. Était tordu, mais je l'ai laissé ainsi honnête, tout comme le rire qu'elle m'a fait hier quand je lui ai demandé si elle se souvenait de nos pyjamas assortis. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait porter ça, des pingouins en flanelle pendant 4 ans. Dit-elle en roulant des yeux, tu les as suppliés à chaque Noël que j'avais. Je lui avais rappelé qu'elle était restée silencieuse pendant un moment puis avait dit oui, je l'ai fait. Nous étions en train de reconstruire quelque chose qui n'avait pas la même forme qu'avant mais qui était solide et réel. Plus tard que le jour où je suis allée à la bibliothèque pour mon groupe d'écriture, je n'avais pas prévu de lire, mais quand mon nom a été appelé, je me suis levée, mes mains tremblaient légèrement en dépliant la page. Mon histoire était courte, seulement 3 paragraphes, mais chaque mot avait du poids. Il s'agissait d'une femme sur une plage regardant son enfant construire des châteaux que la marée continuait de voler. Comment elle avait appris à ne pas arrêter l'eau mais à apprendre à sa fille à construire encore et encore et encore. Quand j'ai fini, la salle était silencieuse, puis doucement, des applaudissements pas forts, pas tonitruants, juste assez pour dire nous vous avons entendu. Après, une femme nommée Carla s'est approchée de moi, la cinquantaine avancée, les yeux perçants, la voix douce. Elle a dit que j'avais vécu cette histoire. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Elle n'avait pas parlé à son fils depuis 5 ans. Pas de mariage, pas d'explication, juste une dérive. Elle a dit que mon histoire ressemblait à une main sur son épaule. Parfois, je pense que l'univers nous donne l'un à l'autre comme des miroirs. Elle s'est vue dans mon histoire et j'ai vu le chemin parcouru dans la sienne. Les jours sont devenus lents et dorés. Les arbres commençaient à changer de feuilles, s'abandonnant avec grâce. Ariel m'appelait tous les 2 ou 3 jours maintenant. Rien de scénarisé, rien de grand, juste assez. Tu fais toujours de la soupe aux lentilles? A-t-elle demandé une fois. Je suis toujours à l'étranger avec le temps. J'ai répondu j'ai toujours aimé ça, a-t-elle murmuré. J'ai failli dire tu ne m'as jamais dit ça avant. Mais je ne l'ai pas fait, certaines choses n'avaient pas besoin d'être nommées pour être ressenties. Un matin je suis allée dans le garage pour fouiller dans une vieille boîte de manteaux d'hiver enterrée. En dessous il y avait une enveloppe poussiéreuse que j'avais oubliée depuis longtemps. Elle était adressée à Ariel, écrite de ma main, mais jamais envoyée à l'intérieur. C'était une carte d'anniversaire de l'année dernière, un simple mot joyeux 29. Ma douce fille, peu importe jusqu'où tu iras-tu portera toujours mon amour. Je l'ai regardée pendant un long moment puis je ne l'ai pas jetée, je l'ai glissée dans l'album juste derrière la photo de plage. Elle n'avait pas besoin de la voir mais j'avais besoin de la garder. Puis le message est arrivé tard vendredi soir. Le ciel dehors était du genre rose qui vous fait vous arrêter. Ariel, puis-je venir dimanche juste pour un café? Pas d'ordre du jour. J'ai regardé l'écran puis j'ai tapé en retour. Je vais préparer les brioches à la cannelle dimanche. Est arrivé frais et lumineux. J'ai balayé le porche d'entrée, j'ai gonflé les oreillers sur le canapé, j'ai allumé les bougies. Elle avait l'habitude de dire que ça sentait comme une librairie chaleureuse. Je n'étais pas nerveux, j'étais prêt quand elle a frappé. Je ne me suis pas précipité vers la porte, je voulais qu'elle sache qu'elle pouvait m'attendre comme je l'avais attendue. Je l'ai ouverte avec un sourire, elle est entrée, a enlevé son manteau et a demandé « Pouvons-nous nous asseoir ?» Sur le porche. Nous n'avions pas fait ça depuis qu'elle avait 16 ans, depuis qu'elle m'a parlé de son premier chagrin d'amour. J'avais l'habitude d'enrouler une couverture autour de ses épaules, de lui verser du thé et de la laisser pleurer sans essayer de réparer les choses. Cette fois, nous nous sommes assis côte à côte en sirotant tranquillement. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler ses photos, puis me l'a tendu. Nous étions là, le jour de son mariage, pas moi bien sûr, mais ses amis, Caleb, bougies, rire. Mais une photo se démarquait, c'était une photo du coffret cadeau que j'avais envoyé. Le collier posé à côté de la lettre, je n'ai pas pu l'ouvrir ce jour-là, a-t-elle dit, mais je l'ai gardé sur la table. Je l'ai regardé tous les soirs pendant une semaine avant d'avoir le courage. J'ai hoché la tête sans parler et quand j'ai finalement lu la lettre, elle a continué. J'avais l'impression que tu me tenais toujours la main. Même après tout ce que j'ai regardé, ma fille adulte n'était plus une mariée dans un magazine mais une femme endurcie par ses propres tempêtes. Elle a pris une profonde inspiration. Je ne suis pas prêt à expliquer tout ce qu'elle a dit, mais je veux que tu saches que j'essaie, je ne veux pas te perdre à nouveau. J'ai tendu la main, j'ai pris la sienne, je ne l'ai jamais quittée. J'ai murmuré. Nous sommes restés assis comme ça jusqu'à ce que le soleil se couche et que le vent se lève. Elle est restée pour le dîner, juste de la soupe et du pain, mais j'avais l'impression d'être un festin. Quand elle est partie, elle m'a serré plus fort dans ses bras qu'au café. Pas de mots, juste de la chaleur et c'était suffisant. Elle a commencé à passer plus souvent, parfois avec un sac de courses et aucune explication, parfois juste pour s'asseoir à la table, faire défiler son téléphone pendant que je lisais un livre à côté d'elle.
Pas de pression, pas d'excuses, juste des cadeaux. Cela m'a rappelé quand elle était au lycée, ces heures calmes après les cours. Quand elle s'écrasait à la table de la cuisine, la tête penchée sur ses devoirs, les écouteurs dans les oreilles, je préparais le dîner en la regardant de temps en temps. À l'époque, je ne réalisais pas à quel point ces silences étaient sacrés, à quel point l'amour pouvait vivre dans des minutes ordinaires. Maintenant, je le savais, maintenant je chérissais tout le monde. Un mardi pluvieux, elle est arrivée, les cheveux mouillés et frisés par la brume. Elle a secoué son manteau, a enlevé ses bottes et a soupiré. Mon Dieu, tu te souviens quand on courait à la voiture par un temps comme celui-ci juste pour prendre des beignets? J'ai levé les yeux de ma tasse, seulement s'il y avait des vermicelles arc-en-ciel. Elle souriait toujours puis quelque chose a changé sur son visage comme si son sourire avait ouvert quelque chose de brut. Je vais en thérapie, dit-elle, depuis le mariage depuis tout. J'ai hoché la tête sans surprise, sans poser de questions. Elle a replié ses genoux sur le canapé comme elle le faisait à 10 ans. Je pensais que te repousser me ferait me sentir adulte, comme si je me démêlais en créant de l'espace, mais ça m'a juste fait me sentir détachée. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux vitreux. J'ai continué à attendre que ça fasse du bien de me sentir libre, mais ce n'était pas le cas. J'avais l'impression de flotter dans le noir. J'ai tendu la main pour repousser une boucle humide de son front. Tu n'as pas à t'expliquer, j'ai dit doucement. Tu n'es pas en procès ici, mais je veux qu'elle chuchote. Alors elle ne l'a pas fait tout d'un coup, mais au cours des visites suivantes des morceaux sont apparus. Comment Mara lui avait donné l'impression qu'elle devait choisir entre sophistication et sentiment. Comment Caleb, malgré sa gentillesse, n'a pas vraiment résisté quand elle a commencé à couper les ponts avec les gens. Comment une partie d'elle croyait encore au fond d'elle qu'elle me décevrait si elle n'était pas parfaite. J'ai fait de toi mon étalon de mesure, m'a-t-elle dit un jour. Je détestais ça parce que je n'arrêtais pas d'échouer. Mais c'est moi qui ai construit ce récit, pas toi. J'écoutais parfois, je répondais parfois non, car il ne s'agissait pas de réparer quoi que ce soit, mais d'être là pendant qu'elle se réparait. En attendant, la vie continuait. J'ai obtenu un poste à temps plein dans le district scolaire, 3 jours par semaine. J'ai travaillé avec des enfants qui connaissaient à peine leur alphabet, mais qui portaient des mondes en eux. Je leur ai appris les sons, oui, mais aussi la douceur, la patience, comment rire des erreurs. Un garçon, Matteo, avait l'habitude de dessiner des soleils au coin de chaque feuille. Je lui ai demandé pourquoi. Une fois, il a dit: ce n'est pas ennuyeux. Le soleil rend tout joyeux. J'ai commencé à dessiner des petites étoiles à côté de ses fils. Nous avons construit notre propre langage. Ariel est venue à la bibliothèque un mercredi soir. Je ne lui avais pas dit que je lisais au micro ouvert. Elle est juste arrivée. Je l'ai vue debout au fond, sans maquillage, les cheveux en queue de cheval, serrant un sac fourre-tout avec le logo délavé de la librairie. Nous avions l'habitude de lui rendre visite chaque été. Elle n'a pas fait signe de la main, mais elle a souri. C'était plus que suffisant. J'ai lu un nouvel article ce soir-là sur les femmes qui se réinventent non pas parce qu'elles étaient brisées mais parce qu'elles étaient assez courageuses pour dépasser ce qui ne les retenait plus. Quand j'ai fini, elle a applaudi, la première à applaudir. Un dimanche, nous étions assis sur le porche en train de siroter du thé sous une courte pointe. Ariel a sorti quelque chose de son sac, un petit paquet carré enveloppé dans du papier de soie. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. A-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait une tasse en céramique blanche peinte à la main avec une citation en écriture bouclée: même lorsque le château est emporté, tu sais toujours comment construire. Je l'ai regardé, la gorge serrée. Tu te souviens? Ai-je murmuré. Je n'ai jamais oublié? A-t-elle dit. À Thanksgiving, nous cuisinions à nouveau ensemble. Elle a haché des oignons pendant que j'étalais la pâte à pizza. Nous avons dansé sur Ella Fitzgerald en chaussettes. Elle a fredonné faux. Je ne l'ai pas corrigée pendant le dîner. Elle a sorti son téléphone et a dit: on peut prendre une photo. J'ai cligné des yeux, surprise. Elle l'a levé, a appuyé sa tête contre la mienne et a pris un selfie. Plus tard dans la soirée, elle l'a posté avec la légende: reconnaissante envers la femme qui m'a appris à reconnaître la grâce. Je n'ai pleuré qu'après son départ. Et quand je l'ai fait, ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, Ariel s'est arrêtée près d'un banc et s'est assise. Elle a regardé la fontaine où les enfants jetaient des pièces. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une chaîne en or. Le collier que je lui avais fait. Elle a ouvert la main, laissant le charme pendre au soleil. Je le portais dans mon sac. Elle a dit partout que je ne pouvais pas encore le porter, pas avant de l'avoir gagné. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu, puis elle a tendu la main, l'a serré autour de son cou et a glissé le charme sous son pull. Je suis prête maintenant, a-t-elle murmuré. Les vacances sont arrivées avec une douceur à laquelle je ne m'attendais pas. Pas parfaite mais chaleureuse. Ariel et moi avons passé le réveillon de Noël ensemble,
Pas de grand rassemblement, pas de sapin extravagant, juste une petite table. 2 assiettes, des bougies vacillantes entre nous et une playlist de vieux morceaux de jazz qu'on fredonnait dans la voiture. Elle apporta un dessert, une tarte à la citrouille qu'elle avait faite elle-même. J'ai brûlé la croûte, dit-elle d'un air penaud. J'en ai pris une bouchée et j'ai souri. Ça a le goût de l'amour pour moi. Elle rit et quelque chose se dénoua dans ses épaules. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions recroquevillés sur le canapé sous une couverture commune, elle demanda « Penses-tu qu'on sera un jour comme avant ?» Je secouai doucement la tête. Non, je pense qu'on sera quelque chose de nouveau et peut-être même de meilleur. Parce que ce qu'on était avant, c'était beau. Oui, mais c'était aussi emmêlé. Une grande partie de mon identité était enroulée autour d'elle et une grande partie de la sienne essayait de me dépasser. Maintenant, on apprenait à se tenir l'une à côté de l'autre. Ni au-dessus, ni en dessous. En janvier, elle m'a rejoint au centre de soutien scolaire un matin, juste pour observer. Elle avait dit, mais quand l'un des enfants, une fille timide nommée Lily, s'est retrouvé coincé. Ariel s'est agenouillé à côté d'elle et a murmuré. Tu sais ce que ce mot signifie, il signifie quelque chose de rare. Quelque chose de vraiment spécial, tout comme toi. Lily rayonnait et j'ai regardé ma fille à cet instant me rendre la douceur que je lui avais apportée. Je me suis dit, voilà la lignée de l'amour. Pas toujours parfaite, mais présente. Un soir, alors que nous faisions la vaisselle après le dîner, Ariel a demandé « As-tu toujours l'histoire que j'ai écrite quand j'avais 7 ans sur le dauphin qui voulait voler ?» J'ai souri en ouvrant un tiroir. C'est à la page 15 de l'album. Nous étions assis sur le canapé à feuilleter le livre en riant des dessins tordus, des pages tachées de larmes, des talons de billets de vieux films et des notes griffonnées sur des serviettes. Au bas de la dernière page, il y avait un espace vide. Juste une, a-t-elle pointé du doigt. On peut ajouter quelque chose ici. J'ai hoché la tête. Que as-tu en tête? Elle a sorti une petite photo de son portefeuille, une que je n'avais jamais vue auparavant. C'était d'elle le jour de son mariage, seule, sans bouquet, sans sourire de scène, juste elle, regardant sur le côté, sereine, incertaine, réelle. Au dos, elle avait écrit un jour qui était censé signifier autre chose, mais qui signifie maintenant le début de la venue. De retour, j'ai pris un bâton de colle dans le tiroir. Ensemble, nous avons collé la photo à sa place. Le printemps a commencé à réveiller les arbres. Le quartier s'est fleuri de jaune et de violet. J'ai recommencé à jardiner. Ariel passait parfois pour aider, même si elle détestait toujours les vers et ne savait pas distinguer une tulipe d'une jonquille. Un après-midi, alors que nous plantions du basilic, elle a demandé « Tu crois que Caleb et moi avons tout précipité ?» J'ai jeté un coup d'œil. Elle ne pleurait pas, elle réfléchissait simplement. Parfois, nous pensons que l'amour est un canot de sauvetage, ai-je dit. Mais il peut aussi être une ancre, tout dépend où l'on essaie d'aller. Elle a hoché la tête en époussetant la terre de son jean. Nous sommes en thérapie maintenant, ensemble et séparément. Nous essayons. C'est tout ce que tu peux faire en mai. Nous avons rendu visite à ma sœur dans le nord de l'État, juste un week-end, de l'air frais, de longs trajets et des rires en sortant de l'allée pour rentrer. Ariel s'est tournée vers moi et m'a dit « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Je lui ai serré la main. Tu n'as jamais été à moi pour abandonner, juste à moi pour aimer. Et je ne l'ai pas fait parce que je m'attendais à ce qu'elle revienne, non pas parce que j'avais besoin qu'elle s'excuse, mais par amour. Le véritable amour crée de l'espace pour la colère, pour le chagrin, pour le silence, pour le retour. Le collier pend toujours autour de son cou la plupart du temps et maintenant, quand je le regarde, je ne ressens pas la piqûre du rejet, je vois un fil tissé à partir de générations nous liant non pas par le sang mais par le choix l'un de l'autre encore et encore même après la blessure. Surtout après la blessure il n'y a pas de fin parfaite, juste une centaine de petits commencements, une promenade du mardi, une recette partagée, un message vocal à propos d'une chanson à la radio. Chacun d'eux est un point dans le tissu de quelque chose de nouveau. Nous ne sommes pas les mêmes, mais nous ne sommes plus des étrangers non plus. Et dans les heures calmes, quand la maison est immobile et l'air bourdonne de souvenirs, je murmure parfois aux étoiles, nous n'avons pas reculé mais avancé.